Alors moi, je vais vous présenter un article dont on a déjà parlé pendant ce congrès, en espérant qu'en remettant une couche, je réussisse à convaincre les rares qui ne l'ont pas été. Et je vais vous présenter du coup un article de Christophe Bureau et son équipe concernant l'utilisation de la rifaximine dans la prévention primaire de l'encéphalopathie hépatique chez les patients qui bénéficient d'un TIPS. Pour commencer, je vais replacer l'étude dans son contexte. Et vous rappeler brièvement que la rifaximine n'a qu'une seule indication en France, n'a qu'une seule AMM, et c'est dans la prévention secondaire de l'encéphalopathie hépatique clinique récidivante, donc avec au moins 2 épisodes d'encéphalopathie hépatique, avec un hazard ratio qui était de l'ordre de 0,42 dans l'étude qui a abouti à cette AMM. Il y a peu d'effets indésirables, c'est une molécule qui est très faiblement absorbée, même si les valeurs sont probablement changées chez les patients cirrhotiques du fait de la perméabilité de la barrière intestinale. Il y a quelques souches résistantes, mais elles sont rares et instables et donc ne persistent pas dans le temps. Et les effets indésirables qui sont surtout décrits dans le Vidal et chez les patients, c'est des effets indésirables d'ordre digestif et parfois psychologique, mais qui restent relativement réduits. Jusque-là, l'utilisation de la rifaximine en prévention primaire de l'encéphalopathie en contexte de TIPS n'était pas recommandée, et alors que, il y a une étude qui a été réalisée, elle ne montrait pas d'efficacité en prévention primaire, mais c'était une étude qui était faite avec 75 patients, avec de la rifaximine qui était débutée à J0, donc J0 correspondant à la mise en place du TIPS, et le suivi était fait uniquement sur 1 mois. L'encéphalopathie hépatique en contexte de TIPS, c'est quand même un événement fréquent. Ça survient dans 35 à 50% des cas dans les 6 mois après la mise en place du TIPS, et ça induit une surmortalité, une altération de la qualité de vie et bien évidemment du coup des conséquences d'ordre économique. Les recommandations jusque-là étaient claires, pas de rifaximine en prévention primaire de l'encéphalopathie en contexte de TIPS. Les objectifs de l'étude étaient d'analyser la survenue d'une encéphalopathie hépatique clinique, dont l'astérixis isolée, dans les 168 jours après la mise en place d'un TIPS. Les critères de jugement secondaire étaient la durée et la sévérité du premier épisode d'encéphalopathie hépatique, l'analyse des autres complications hémorragiques, rénales ou oncologiques avec la survenue d'un CHC, et la survenue sans transplantation à J plus 168, qui correspond au moment où le traitement était arrêté. L'étude a donc inclus, les auteurs ont donc inclus des patients à partir de 12 centres tertiaires français, d'octobre 2013 à juin 2016. C'est des patients cirrhotiques, toutes origines, toute étiologie confondue, majeurs et avec un projet de TIPS. Étaient exclus les patients avec un child supérieur à 12, un CHC, ou ceux qui avaient, avant la mise en place d'un TIPS, du coup qui n'a pas eu lieu, une encéphalopathie hépatique récurrente ou persistante. Les patients étaient randomisés en 1 pour 1 en double aveugle. La randomisation était stratifiée sur l'existence d'antécédents d'encéphalopathie hépatique avant le TIPS et le score child AB d'un côté ou C de l'autre. La rifaximine était comparée au placebo. Ils avaient exactement le même aspect, la même couleur et étaient administrés à la même posologie, à savoir 600 mg 2 fois par jour. Le traitement était débuté 14 jours avant la réalisation du TIPS, et c'est ce qui fait une différence avec l'étude dont on a parlé préalablement. Le TIPS était mis en place à J0 et le traitement était arrêté à J168. À noter que le TIPS et les endoprothèses utilisées pour le TIPS étaient identiques, avec un diamètre qui variait de 8 à 10 mm selon le gradient de pression portosystémique, avec un objectif inférieur à 12 mm de mercure. Le lactulose et les laxatifs osmotiques pouvaient être utilisés en cas de survenue d'encéphalopathie hépatique, et l'aveugle était levé lorsqu'il y avait au moins 2 épisodes d'encéphalopathie hépatique. Le suivi était clinico-biologique, il commençait au premier jour de mise en place du traitement, donc à J-14, il était fait ensuite à J0, donc au moment de la mise en place du TIPS, puis tous les 28 jours jusqu'à J168 et tous les 3 mois pendant 1 an. Les médecins recherchaient une encéphalopathie hépatique clinique et la considéraient comme telle si elle était supérieure ou égale à un grade 2 de Westhaven, et l'astérixis isolée était définie comme un grade 2. On verra, on en discutera dans la discussion par la suite. En l'absence d'encéphalopathie hépatique clinique, les auteurs ont recherché la présence d'une encéphalopathie hépatique infraclinique en se basant sur le score PHES. L'analyse statistique du critère de jugement principal a été faite en pair protocole par l'intermédiaire d'une régression logistique stratifiée sur le child et l'existence d'antécédents d'encéphalopathie hépatique.
L'analyse des critères du jugement secondaire était faite selon une analyse de survie pour la survenue de l'encéphalopathie hépatique et un test du log-rank pour la durée de l'encéphalopathie hépatique. Ils étaient aussi stratifiés sur le CHEL et l'existence d'antécédents d'encéphalopathie hépatique. Et les auteurs ont par ailleurs réalisé des analyses de sous-groupes, notamment chez les patients avec ou sans antécédents d'encéphalopathie hépatique, en cas d'encéphalopathie hépatique infraclinique initiale. Et ils ont également réalisé une analyse de sensibilité pour estimer la probabilité d'encéphalopathie infraclinique après la mise en place du TIPS. Au total, 197 patients ont été randomisés, 97 dans le groupe rifaximin et 100 dans le groupe placebo. Plusieurs ont été retirés de l'analyse du fait de l'absence de consentement, de non-indication de la mise en place du TIPS ou de violation de protocole. Certains patients n'ont pas pu bénéficier de la mise en place de TIPS et au total, 93 patients ont bénéficié de la rifaximin et de la mise en place du TIPS et 93 patients ont bénéficié du placebo et de la mise en place du TIPS. La population étudiée était globalement comparable, c'était surtout des hommes, 77%, d'âge moyen 60 ans, très majoritairement représentés par la cirrhose éthylique dans 86% des cas. Les 13% des patients avaient un antécédent d'encéphalopathie hépatique. Le child moyen était de 8, le MEL de 12. La principale indication du type, c'était l'acide réfractaire. Et 12% des patients avaient une encéphalopathie hépatique infraclinique initiale. À noter que les patients étaient comparables sur l'insuffisance rénale chronique et le diabète, qu'on sait influencer l'encéphalopathie hépatique. Le contrôle de l'observance était fait par l'intermédiaire de l'interrogatoire avec une durée médiane de prise de traitement de l'ordre de 180 jours à peu près. La médiane d'arrêt précoce, quand elle avait lieu, mais finalement c'était pas si fréquent, est de 50 jours dans la rifaximin et 35 jours pour le placebo. Et l'analyse du critère de jugement principal a montré finalement une survenue moins fréquente de l'encéphalopathie hépatique chez les patients qui bénéficiaient de la rifaximin. Sur la figure que vous voyez, on peut analyser l'incidence cumulée de l'encéphalopathie hépatique après la mise en place du TIPS selon le traitement. La ligne verte, c'est les patients qui ont eu le placebo. La ligne bleue en pointillé, c'est les patients qui ont eu la rifaximin. Et il y avait une différence significative. À noter que lorsqu'elle survenait, elle était essentiellement dans le premier mois deux premiers mois après la mise en place du TIPS. Il y avait dans l'analyse en sous-groupe pas de différence significative selon la présence d'une encéphalopathie hépatique infraclinique initiale, mais on verra que d'autres études devront le confirmer, ou l'infirmer plutôt. Donc on a vu que la rifaximin diminuait le risque de survenue d'encéphalopathie hépatique après la mise en place d'un TIPS, mais quand elle survenait, la gravité était globalement similaire dans les deux groupes avec les mêmes classifications selon Westhaven. La durée médiane était de 4 jours après la mise en place du TIPS et des facteurs précipitants étaient retrouvés dans les mêmes proportions dans les deux groupes. L'analyse post-hoc réalisée par les auteurs selon l'existence ou non d'antécédents d'encéphalopathie hépatique n'a pas montré de différence significative chez les patients qui n'avaient pas d'antécédents d'encéphalopathie hépatique. Donc la rifaximin semble, en tout cas dans cette analyse de sous-groupe, semble bénéficier surtout à ceux qui ont précédemment présenté une encéphalopathie hépatique. La survenue d'autres complications, la différence n'était pas significative dans les deux groupes, avec globalement le même risque d'hémorragie, de syndrome hépatorénal, de CHC, de transplantation et de décès. Les causes de décès étaient globalement superposables et surtout représentées par la défaillance hépatique et la défaillance cardiaque. Les effets indésirables étaient fréquents, mais sans différence significative entre les deux groupes. Ils étaient sévères dans près de 55% des cas, sévères étant définis comme à l'origine d'une hospitalisation, prolongeant l'hospitalisation ou ayant des conséquences avec des séquelles importantes ou persistantes. Les deux groupes avaient globalement les mêmes proportions de décès, les mêmes proportions d'infections aussi. Et voilà. L'étude, du coup, l'avantage de cet article est qu'il repose sur
des fondements statistiques solides. C'est une étude prospective, randomisée, contrôlée, en double aveugle, avec une puissance de plus de 80%. Contrairement à l'étude précédemment réalisée, le traitement a été introduit 14 jours avant la mise en place du TIPS. Le traitement a été poursuivi plusieurs mois et le suivi était rapproché sur 1 an. Il y a quelques points qu'il faut cependant relever, notamment le fait que le traitement ayant été introduit 14 jours avant la mise en place d'un TIPS, on ne pouvait pas inclure des patients qui devaient bénéficier d'un TIPS d'urgence. La proportion d'encéphalopathie hépatique post-TIPS était plus importante que dans les précédentes études, mais c'est peut-être lié au fait que le dépistage était répété et le suivi est relativement rapproché. Par ailleurs, l'astérixis isolée était considérée comme un grade 2, ce qui n'est pas habituel. Il n'y avait pas de différence significative selon l'existence d'une encéphalopathie hépatique infraclinique préalable, mais c'était un petit sous-groupe et ça mérite de faire d'autres études. Et donc, il reste quand même quelques questions, même si on a envie de mettre la rifaximin en prévention primaire dans un contexte de TIPS. On ne sait pas vraiment chez qui. Là, ça a l'air assez clair pour les patients avec une cirrhose éthylique, mais on n'en sait pas trop plus pour les patients, notamment qui ont de l'hypertension portale non cirrhotique ou une cirrhose d'autres origines. Combien de temps? Est-ce qu'il faut le mettre seul ou en association avec du lactulose? L'analyse a montré une efficacité surtout chez les patients avec un antécédent d'encéphalopathie hépatique, mais est-ce que pour autant il ne faudrait pas le proposer à tout le monde? Et enfin, étant donné que la rifaximin modifie le risque d'encéphalopathie hépatique après la mise en place du TIPS, on peut se poser la question d'élargir la population pouvant bénéficier du TIPS. Pour conclure, la rifaximin est déjà validée en prévention secondaire. Cette étude nous donne envie de la prescrire en prévention primaire, de la débuter à ce moment-là au moins 14 jours avant la mise en place du TIPS, avec une relative efficacité. Elle diminue la fréquence, mais la gravité semble globalement comparable. Et quelques questions restent en suspens, on en a déjà parlé, notamment combien de temps et qu'en est-il des patients qui ont une cirrhose d'origine non éthylique ou une hypertension non cirrhotique. Merci pour votre attention.